quelques changements de variables que l'on peut voir en terminale S concernant les limites avec 3 questions de cours et 2 exemples avec les intégrales, 2 exemples très classiques. Alors je pars d'un prérequis, quelque chose que je sais, la limite lorsque x tend vers l'infini de exponentielle de x sur x égale à plus l'infini. On observe que l'exponentielle tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, mais c'est en quelque sorte l'exponentielle qui l'emporte. Et bien à partir de là, on va démontrer que la limite, lorsque x tend vers, par exemple, moins l'infini, de x multiplié par exponentielle de x, et bien ceci c'est égal à 0. Alors comment on va faire? Eh bien on va prendre un changement de variable, on va prendre grand X égale à moins x, donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien tout simplement, on voit bien que il équivaut à x qui tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, ben ça équivaut à dire que grand X tend vers plus l'infini. Vous voyez déjà que ici on va pouvoir remplacer petit x qui tend vers moins l'infini par grand X qui tend vers plus l'infini. Ensuite, eh bien, x exponentielle de x multiplié par exponentielle de x, eh bien ceci, ça n'est autre que moins grand X multiplié par exponentielle de moins grand X. Mais exponentielle de moins grand X, c'est égal à 1 sur exponentielle de grand X. Donc on a moins x sur exponentielle de grand X. Alors, ceci finalement, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x exponentielle de petit x, eh bien, ceci c'est égal à la limite de, de grand X, enfin lorsque grand X tend vers plus l'infini, de quoi? Eh bien de ceci, donc de moins grand X sur exponentielle de grand X. Or on sait que la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini, on peut remplacer x par grand X, lorsque grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X sur grand X égale à plus l'infini, donc la limite de l'opposé de l'inverse est égale à 0. D'où le résultat, vous voyez que cette limite est égale à 0. Toujours avec le même prérequis, donc je vais prouver maintenant que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de logarithme népérien de x sur x est égale à 0. Et bien pour ça, tout simplement, je vais prendre une nouvelle variable, grand X égale logarithme népérien de x, ce qui équivaut bien entendu à dire que exponentielle de grand X égale à petit x. J'observe que lorsque petit x tend vers plus l'infini, on n'a pas de problème. On peut supposer que x est strictement positif, donc il n'y a pas de problème d'existence du logarithme pour ce changement de variable. Alors j'observe que dire que petit x tend vers plus l'infini, eh bien ceci, ça équivaut à écrire que grand X tend lui aussi vers plus l'infini. Par ailleurs, logarithme népérien de x sur x, eh bien ceci s'écrit tout simplement logarithme népérien de x, donc grand X, sur exponentielle de x. Bien entendu, la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini, de logarithme népérien de x sur x, ça n'est autre que la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de grand X sur exponentielle de grand X, et grand X sur exponentielle de grand X tend vers 0 parce que
l'on sait que l'inverse tend vers plus l'infini. Voilà. Toujours avec le même prérequis, nous allons prouver maintenant que lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, donc x strictement supérieur à 0, eh bien x logarithme hypernu x tend vers 0. Pour ça, on va poser grand X égale moins logarithme népérien de x. Donc, logarithme népérien de x est égal à moins grand X. Par conséquent, petit x est égal à exponentielle de moins grand X, ce qui est égal à 1 sur exponentielle de grand X. Lorsque petit x tend vers 0 par valeur supérieure, eh bien, ceci, ça équivaut à écrire que grand X, lui, tend vers plus l'infini. Réécrivons donc cette limite. La limite, lorsque petit x tend vers 0 par valeur supérieure de x, logarithme népérien de x, ceci n'est autre que la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini, de quoi? X, petit x, c'est 1 sur exponentielle de grand X, et logarithme népérien de x n'est autre que moins grand X. On sait que l'inverse de ceci, enfin l'opposé de l'inverse tend vers plus l'infini, donc ceci, fatalement, va tendre vers 0. Pour résumer, avec notre résultat initial, limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x qui tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que l'exponentielle l'emporte sur x, et bien à partir de là, eh bien, on démontre qu'à contrario, le x, lui, l'emporte sur le logarithme népérien de x, c'est-à-dire que logarithme népérien de x sur x, lui, va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, là encore, c'est l'exponentielle qui l'emporte. On a l'exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers 0. Mais x, lui, tend vers moins l'infini. Mais qui l'emporte? Eh bien, c'est l'exponentielle de x. C'est-à-dire que lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, exponentielle de x fois exponentielle de x tend vers 0. Et de même, pour finir, on peut démontrer facilement, toujours à partir du même résultat, que eh bien, la limite, lorsque x tend vers 0 en étant supérieur à 0, de logarithme népérien de x multiplié par x, x logarithme népérien de x, lorsque x tend vers 0 plus, eh bien, ceci tend vers 0. Voici notre intégrale i, somme de 0 à 1 demi de 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré dx. Ben là, effectivement, on ne sait pas faire, on ne connaît pas de primitive, en terminale, de primitive de 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. C'est pas facile de trouver ça. Bon, alors on observe quand même que cette forme 1 moins x au carré est assez pratique parce que, eh bien, on va voir que ça se rapproche un petit peu, ça nous rapproche de la trigonométrie par le fait que lorsque x est compris entre 0 et 1, x, ben, finalement, ça peut être très bien un sinus ou un cosinus. Enfin, entre moins 1 et 1, on a toutes ces sinus et cosinus. Et puis, tout particulièrement entre 0 et 1,5. Entre 0 et 1,5, vous voyez que si je remplaçais x par le sinus de quelque chose, un sinus t par exemple, eh bien, je pourrais dire que, eh bien oui, alors, sinus t égale à 0 pour t égale à 0, et sinus t égale à 1,5 pour t égale à pi sur 6. Et puis en plus, lorsque x croît de 0 à 1,5, eh bien, le sinus t croît de la même façon de 0 jusqu'à... sinus t croît de 0 à 1,5, mais le t, lui aussi, croît de 0 à pi sur 6, exactement de la même façon. On peut dire que entre l'intervalle 0, 1,5 et l'intervalle 0,
pi sur 6, il y a ce qu'on appelle une bijection par l'intermédiaire de la fonction sinus. Ça, c'est très intéressant. Bon, enfin bref, nous, en terminale, on va simplement poser, eh bien, x égale sinus t. On pose x égale à sinus t, et alors, on va s'intéresser aux bornes. Alors, aux bornes, qu'est-ce qui se passe? Lorsque x égale à 0, eh bien, t égale à 0. Lorsque x égale à 1,5, eh bien, ça fait t qui est égal à pi sur 6. Hein, vous voyez, et puis bon, et qui croît de manière constante de 0 à 1,5, qui croît de la même façon de 0 à pi sur 6. Bijection entre les deux intervalles par le truchement de la fonction de sinus. Ensuite, eh bien, on va s'intéresser au dx. Alors dx, ah mais tiens, dx sur dt, ça me rappelle quelque chose, c'est x' de t. Hein, si je considère x comme une fonction de t, x' de t, ben, ça n'est autre que dx sur dt. Et ça, c'est égal à la dérivée du sinus, c'est-à-dire cosinus t. Alors vous voyez que dx, finalement, dx n'est autre que cosinus t multiplié par dt. Par ailleurs, racine carrée de 1 moins, ou même directement, 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré, c'est égal à quoi? C'est 1 sur racine carrée de 1 moins sinus carré t. Mais 1 moins sinus carré t, c'est cosinus carré t. Et ceci, c'est égal à 1 sur valeur absolue de cosinus t. Hein, racine carrée de 1 carré, c'est valeur absolue. Attention, ah mais oui, mais cosinus, le cosinus, sur l'intervalle 0 pi sur 6, le cosinus, ben, il varie entre 1 et ma foi, racine carrée de 3 sur 2. Donc, il n'y a pas de problème, c'est positif. Donc ceci, c'est égal à 1 sur cosinus t. Alors pour finir, eh bien, cette intégrale, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale, grand I est égal à la somme de... Alors, nouvelle borne, 0, t pi sur 6, dx, ben, dx c'est quoi? C'est cosinus t dt. Bon, cosinus t dt, et multiplié par 1 sur cosinus t, je divise par cosinus t, et finalement je me trouve somme de 0 à pi sur 6 de dt, ben, c'est tout simplement égal à t pris entre les bornes 0 et pi sur 6, et je me retrouve tout simplement avec pi sur 6, autrement dit, la grand I n'est autre que pi sur 6. C'était pas évident au départ, hein? Vous voyez, un changement de variable intéressant, x égale sinus t, pour calculer cette intégrale. Très classique, hein, logarithme népérien de t sur t, donc la somme de ceci entre 1 et e. Changement de variable qui paraît assez évident, on va poser x égale à logarithme népérien de t, en faisant la même remarque que précédemment, à savoir que sur l'intervalle 1e, le logarithme népérien est strictement croissant, et donc constitue une bijection, hein, entre bien les valeurs 1e et les valeurs, ben, lorsque t égale à 1, x vaudra 0, lorsque t égale à e, x vaudra 1. Donc une bijection entre 1e et 0, 1 par l'intermédiaire de la fonction logarithme. Donc je rappelle, pour les bornes, lorsque t égale à 1, eh bien on a x qui est égal à 0. Lorsque t égale à e, x est égal à 1. Voyons maintenant le dt. Eh bien,
Vous voyez que x, c'est en fait une fonction de t, x' de t, x' de t, à quoi est égal x' de t? Eh bien, c'est égal à, bon, on a vu, notre fameux dx sur dt, qui est égal à 1 sur t. C'est la dérivée du logarithme. Par conséquent, comment passe-t-on on a dt, on a même dt sur t, dt sur t qui est égal à dx, dx égale à dt sur t. dt sur t, eh bien grand I, ça n'est rien d'autre que la somme, donc on va changer, donc x varie de 0 jusqu'à 1, de logarithme népérien de t, c'est-à-dire x, multiplié par, eh bien, dt sur t, c'est-à-dire dx. Et ceci, ça n'est autre que x au carré sur 2, pris entre les valeurs 0 et 1, c'est-à-dire 1 demi. Et finalement, on voit bien que l'intégrale I est égale à 1 demi, ce qui n'était pas évident au départ. Petit changement de variable, très simple.